Oh, merci. Eh ben, tu es docteur en droit de l'Université de Bordeaux, où tu as le grand mérite quand même de rédiger la première thèse en droit des investissements sur la zone caribéenne. Récemment, tu as complété un postdoctorat à la faculté de droit de l'Université Laval. Tu as publié quand même une très bonne quantité d'articles scientifiques dans des revues savantes, des revues internationales comme le Journal du droit international de Harvard, la revue de l'arbitrage, la revue de règlement des différends de McGill. Et surtout, tu as fondé en 2024, 2 ans après l'obtention de ton diplôme de doctorat, la revue haïtienne Droit et Société. Donc, au-delà d'être un intellectuel, un chercheur qui se veut prolifique, tu participes également très concrètement au renforcement, on va dire, de l'outillage intellectuel de ton pays d'origine, à savoir Haïti, où tu as d'ailleurs fait des études de premier cycle en sociologie, puis en droit, particulièrement à l'Université d'État d'Haïti. Est-ce que tu peux, mon cher ami Jeff Dorsey, nous parler de cette revue, la revue haïtienne Droit et Société? Bonjour NC, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette opportunité. Alors, il faut te dire que lorsque j'ai pris l'initiative en février 2024 de fonder la revue haïtienne Droit et Société, je me suis d'abord dit qu'il fallait une revue savante, généraliste, pluridisciplinaire, publiant des textes en anglais, en français et en créole, et surtout une revue soumise à un processus rigoureux d'évaluation par les pairs en double aveugle et en Haïti, c'est important. Alors, il s'agit d'une pratique standardisée que l'on retrouve très rarement et malheureusement dans les revues haïtiennes. Alors, la revue se veut également diversifiée. L'idée est en quelque sorte d'accueillir des contributions de professeurs, de chercheurs, d'enseignants, d'enseignantes, de praticiens, de praticiennes, de doctorants, doctorantes provenant de différents horizons géographiques et elle est consacrée à des recherches novatrices dans les champs et sous-champs des études juridiques, en particulier celles qui explorent les interactions entre le droit et la société. Donc, en ce sens, je peux dire que cette revue est résolument pluridisciplinaire, puisqu'elle entend couvrir des domaines très variés, tels que les droits humains, les études de genre, l'environnement et le climat, les enjeux de la mondialisation économique, les sciences pénales et la criminologie, les questions constitutionnelles, la sociologie du droit, l'histoire du droit, la philosophie du droit, et ainsi que les études culturelles post-coloniales ou décoloniales. Voilà, donc bien évidemment, la revue accorde une attention particulière aux contributions intégrant une perspective haïtienne. Et enfin, je peux dire que euh, la revue est éditée et publiée par Charisso, le Centre Ouais, haïtien de recherche en sciences sociales, qui est dirigé par Lefranc Joseph, mon cher collègue. Donc, j'adresse en c'est effet mon mes, ancien professeur à l'Université d'État d'Haïti. oui, donc j'adresse mes remerciements à Lefranc et à Charisso, aux différents membres du comité scientifique et du comité de rédaction et aux évaluateurs qui effectuent un travail remarquable. Donc voilà. Et dans l'éditorial de ce premier numéro, tu laisses clairement entendre que cette revue, parlant de la revue haïtienne Droit et Société, c'est une revue qui est née dans un contexte qui est marqué par une quasi-absence de revues scientifiques, de revues juridiques, pardon, revues juridiques haïtiennes, Mm. rigoureuses, il faut ajouter. Et c'est également un contexte qui est marqué en même temps par une forte demande de production scientifique. Donc, en même temps qu'il y a une quasi-absence de revues juridiques haïtiennes, il y a aussi parallèlement une très forte demande de production scientifique. Et conséquemment, tu as écrit dans la revue haïtienne Droit et Société, tu as écrit que c'est une revue qui vise à redonner au droit sa fonction critique et sociale. Donc, selon toi, est-ce que cela voudrait dire que l'espace de production juridique est aussi un terrain d'engagement? Autrement dit, quel sens cette affirmation pourrait avoir pour Haïti en particulier? Je me demande, est-ce que tu es en train de nous dire que tu es, à travers cette démarche, tu es dans une posture de résistance épistémique? Oui, c'est une question excellente. Alors, il est important de souligner que la revue haïtienne Droit et Société a vu effectivement le jour dans un contexte
marquée par une quasi-absence de revues juridiques haïtiennes répondant à des standards académiques rigoureux, alors même que la demande de production scientifique demeure très forte. Et le simple fait de redonner à la parole savante, à la parole scientifique, un rôle de premier plan constitue déjà un acte d'engagement citoyen. Donc il s'agit d'une noble intuition dans un contexte de crise humanitaire prolongée, je dirais, mais précisément, cette situation de crise appelle une nouvelle volonté, celle de repenser et de redéfinir les fondements de la société à partir d'outils de réflexion critique et de diffusion scientifique. Dans le passé, il y avait en Haïti des revues savantes de premier plan, comme la revue de la Société de législation créée à la fin du 19e siècle. Et je crois sincèrement que l'on peut redonner au droit sa fonction critique et sociale. Et comme je l'ai écrit dans l'éditorial, la revue se veut un geste de résistance épistémique, en effet. Une invitation à produire une parole scientifique rigoureuse, éthique, critique et ouverte sur le monde, dans un contexte où, on peut le dire, la médiocrité intellectuelle et certaines pratiques Mm. malsaines tendent à devenir malheureusement hégémoniques. Donc la revue haïtienne Droit et Société a vocation à jouer un rôle important au service d'une société en quête de sens, de justice et de refondation. J'ai jeté un premier coup d'œil à la revue et j'ai été très touché de remarquer qu'il y a dans ce premier numéro un article qui concerne le massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937. Mhm. Ce massacre, ce génocide, il faut le qualifier par son nom, c'est un fait historique majeur qui n'est pas anodin par rapport aux relations haïtiano-dominicaines, et pourtant on a l'impression qu'il fait objet d'une forme de ce que je pourrais appeler une oblitération. Il y a une oblitération de ce fait historique. En fait, il y a une sous-représentation historiographique de ce fait historique. Autrement dit, dans la revue, dans la littérature scientifique, on en parle très très peu. Dernièrement, tu as mentionné pour moi le travail de Suzy Castor, qui est l'un des travaux de référence concernant ce massacre. J'en ai fait un podcast d'ailleurs. Il y a un numéro de mon podcast qui est dédié à cet ouvrage de Suzy Castor. En tout cas, je suis très content de voir que la revue laisse une grande place à l'étude de ce génocide, de ce massacre qui est effacé. J'aime le dire, c'est pas juste un oubli, je trouve que c'est un effacement dans le sens que c'est entretenu. En tout cas, au-delà de ça, il y a trois autres articles majeurs dans ce premier numéro. Est-ce que tu peux nous présenter en tout cas le contenu de ce premier numéro et nous parler également du profil des chercheurs qui contribuent à ce numéro? Oui, à la base, on avait l'idée de faire un numéro varia, puisqu'aucune consigne thématique n'a été préalablement donnée. Mais comme par magie, parce que cela n'a pas été indiqué d'avance, les différentes contributions se veulent, pardon, avant tout historiques. Et elles renouent avec la tradition intellectuelle d'un pays qui, dès le début du 19e siècle, a contribué à repenser les catégories du droit, de la citoyenneté, de la souveraineté dans le monde atlantique. Donc, c'est un numéro très intéressant qui réunit des travaux qui interrogent les fondements historiques, politiques, normatifs de l'État haïtien, ses premiers efforts d'intégration dans le droit international et également offre des pistes pour revisiter la crise haïtienne contemporaine. Et l'article qui ouvre le numéro, bien évidemment, est écrit par Guillaume Després, qui est doctorant à l'Université Paris-Nanterre et qui rédige actuellement sa thèse sur la révolution atlantique et la révision constitutionnelle. Son article, j'estime très intéressant, est intitulé Ce que le constitutionnalisme moderne doit à Haïti, où il propose de revisiter le concept de citoyenneté à la lumière de l'expérience révolutionnaire haïtienne, qui est quand bien même, faut-il le rappeler, une matrice souvent oubliée du constitutionnalisme atlantique. Et c'est quand même un apport doctrinal intéressant. Et nous avons également un excellent article, tu viens de le mentionner, de Mathieu Soulaï, qui est professeur d'histoire du droit et des institutions à l'Université Paris-Nanterre, qui porte sur le massacre des Haïtiennes et Haïtiens de 1937 en République dominicaine par le dictateur Trujillo. Donc, le professeur nous explique pourquoi, selon lui, il s'agit d'un génocide. Et je dois vous dire que son analyse ouvre un débat assez important pour la restauration de la vérité historique et juridique. Et enfin, en fait, ensuite,
pardon, Wilfried Daniel Djiboin, qui est docteur en droit public, propose également une analyse très pertinente sur la pertinence, euh, Mhm. permettez-moi, de la justice transitionnelle dans le traitement de la polycrise haïtienne. Et conscient qu'il s'agit d'un État pratiquement sous tutelle, il plaide pour replacer le peuple haïtien, le peuple souverain, comme il l'appelle, au cœur de la refondation démocratique et juridique du pays. Et enfin, moi-même, j'ai rédigé un article sur ce que j'appelle la pénible quête de reconnaissance de l'indépendance d'Haïti au 19e siècle. Voilà. Ben oui, c'est exactement. Donc, en plus d'avoir coordonné ce numéro, tu as également justement rédigé cet article intitulé Haïti et sa pénible quête de reconnaissance au 19e siècle. Est-ce que tu peux nous dégager les grandes lignes de cet article? Deux pages. Je trouve que Alors, c'est... oui, c'est une question qui m'intéresse énormément. Alors, à travers cet article, je me suis posé la question de savoir pourquoi la quête de reconnaissance d'Haïti au 19e siècle a été si pénible, tandis que ce n'était pas vraiment le cas pour les autres pays d'Amérique latine qui ont quand même conquis bien après leur indépendance. Euh, pour répondre à la question, j'ai développé un raisonnement en quatre temps ou bien quatre parties, si tu veux. La première partie examine la pratique coutumière des États en matière de reconnaissance en vue de mettre en lumière l'isolement diplomatique d'Haïti. Et Mhm. là, je me suis rendu compte que, ben, effectivement, selon la pratique qui était une pratique de facto, eh ben, il n'y avait pas de véritables conditions pour empêcher Haïti d'être reconnu parmi les nations civilisées, entre guillemets. Et ensuite, la deuxième partie expose l'évolution de la notion de reconnaissance, notamment à travers les apports théoriques de James Lorimer, qui est quand même un publiciste excellent, mais avec des idées un peu parfois racistes, en montrant comment celle-ci s'est inscrite dans une logique de racialisation qui a placé la mentalité coloniale au cœur des relations internationales. Et puis, la troisième partie de cet article analyse la longue entreprise de démonstration de civilisation engagée par les dirigeants haïtiens afin d'obtenir la reconnaissance du nouvel État. On a mis en place des constitutions, on a mis en place un État, on a créé des écoles, on a même officialisé le catholicisme pour donner une apparence standardisée à l'État haïtien, mais malgré tout, on a été rejeté. En effet, donc, les dirigeants ont déployé des efforts considérables pour prévenir toute objection potentielle en démontrant qu'ils pouvaient s'appuyer sur ce que James Lorimer lui-même appelle la présomption de réciprocité et de capacité dans les relations internationales. Et enfin, la quatrième partie souligne que malgré la reconnaissance formelle de l'indépendance d'Haïti par la France, obtenue au prix d'une indemnité odieuse, et le pays ne bénéficiera pas d'une reconnaissance plénière. Là encore, je reprends un concept de James Lorimer, ce qui ouvrira la voie à la perception ultérieure d'Haïti comme un État toujours limité, faible, Ouais. paria ou encore chaotique. Voilà. Je ne veux pas caricaturer, mais est-ce qu'on peut clairement dire que le problème de reconnaissance d'Haïti, c'est catégoriquement lié à la racialisation du monde? C'est comme une victime de la racialisation du monde. C'est vrai qu'on se rend compte que Haïti posait problème euh, par sa configuration anthropologique, mais aussi ethnologique, mais aussi par sa vision de la liberté, cette vision émancipatrice de la liberté. Tout le monde c'est moun, on dit en Haïti. Ouais. Et pas toute femme c'est femme, ou bien tout garçon c'est garçon, mais tout le monde c'est moun. Et donc ça inclut tout le monde. Et cette approche de la liberté, cette vision émancipatrice de la liberté, cette émancipation radicale, posait quand même problème à pas mal de pays, pas mal de puissances où il y avait encore l'esclavage, par exemple aux États-Unis. C'était quand même difficile de dire que ben, Haïti est un pays souverain et donc on pouvait discuter sur un pied d'égalité avec un État noir. Ça posait problème alors qu'il y avait des Noirs encore dans les plantations aux États-Unis. Donc c'était quand même un vrai sujet à l'époque. On se demande justement si l'objection de la race ne jouait pas à cette époque-là. Mm. Voilà. Ben, en tout cas, somme toute, c'est clairement une revue, en tout cas ce numéro, je le trouve quand même interdisciplinaire par rapport aux thématiques qui sont traitées. Il n'y a pas comme une thématique fixe
sur laquelle tous les contenus se portent, on trouve que chaque article, c'est un article en termes de thème, en termes de thématique. C'est ça. C'est ça, un numéro variable, on va dire. Parfait. Mhm. Et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter vive voix. Je sais actuellement tu vis à Québec. J'espère à Québec tu auras vraiment l'occasion de discuter à vive voix avec le public, et pas seulement le public haïtien qui est à Québec, en tout cas le public universitaire qui est à Québec. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter. Tout à fait, tout à fait. Et puis, la revue a été diffusée en accès libre, il faut le dire. Donc, les Oui, c'est étudiants, les chercheurs, les praticiens, praticiennes, mais aussi les citoyens, citoyennes peuvent ainsi y accéder librement. Et néanmoins, je pense qu'il serait, comme tu l'as dit, particulièrement intéressant d'organiser des activités de discussion, au moins un webinaire réunissant l'ensemble des auteurs et en contribuer à ce numéro afin de discuter des résultats et des analyses avec le public. Et on aura très bientôt un prochain numéro et l'appel à contribution sera diffusé sous peu. Alors, il s'agira cette fois d'un numéro thématique consacré à la parfait. question de restitution de la dette de l'indépendance haïtienne et à la réparation de l'esclavage dans les Amériques et les Caraïbes. Donc, il s'agit d'un C'est sujet une autre plus que question jamais très épineuse. crucial. C'est ça, c'est un sujet très crucial aujourd'hui. Voilà. Mais merci beaucoup, Jeff, et puis surtout, félicitations et bonne continuation. Est-ce que, en termes de perspective, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues par rapport à ce numéro ou par rapport à cette revue en général? Et comme je viens de le dire, c'est exactement ça. La revue, elle est diffusée en accès libre et on compte organiser quelques webinaires avec l'ensemble des auteurs qui ont contribué à ce numéro afin de discuter des résultats. Et puis, euh, je pense que là, on a envoyé le numéro en fait pour impression. Oui, Et donc, oui, on va diffuser dans les universités haïtiennes, dans la librairie, mais également ici au Canada et même en France. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais le plus important, je crois qu'il faut, à partir de ce numéro, créer quand même un espace de discussion parce qu'il y a, très franchement, des analyses très pertinentes dans ce numéro. Voilà. parfait. Félicitations encore une fois, et puis j'espère que j'aurai l'occasion de contribuer à faire vivre une telle initiative, à contribuer à charbonner une telle initiative, parce que oui, on en a besoin. Merci beaucoup à toi, Renzi. Savoir la caille, un podcast dédié à la vulgarisation des études haïtiennes où les savoirs, la culture et la mémoire d'Haïti dialoguent avec ceux d'autres contrées.